À 40 ans, juste après la naissance de sa fille, Gretchen décide de reprendre soin d'elle et s'inscrit dans une salle de sport. C'est là qu'elle fait la connaissance de David, un beau jeune homme de 7 ans son cadet. Coach sportif charismatique, il devient rapidement son entraîneur personnel. Au fil du temps, une complicité naît, puis les sentiments s'installent. Ils tombent peu à peu sous le charme l'un de l'autre. Mais ce que Gretchen ignore, c'est qu'en ouvrant la porte à cette nouvelle relation, elle vient de mettre le pied dans un engrenage qui lui sera fatal. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. L'affaire d'aujourd'hui a fait grand bruit aux États-Unis et nous rappelle une fois de plus que les apparences sont souvent trompeuses et que nous ne sommes jamais trop prudents. Je ne vous en dis pas plus et je vous propose de découvrir dès maintenant tous les détails de cette triste histoire. Mais avant de commencer, je remercie le sponsor de cette vidéo, Babel. Alors, j'ai été ravie qu'il me contacte car je l'ai utilisé moi-même. Comme vous le savez, depuis maintenant presque 2 ans, je vis à l'étranger. Et au moment de partir, il a fallu que je réactive mon anglais pour être à l'aise, que ce soit lors des rendez-vous médicaux avec l'administration ou tout simplement dans la vie de tous les jours. Et pour cela, j'avais besoin d'une bonne application et j'ai choisi de télécharger Babel. On me l'avait souvent présenté comme l'une des meilleures applications au monde pour l'apprentissage des langues et je n'ai vraiment pas été déçue. Ce que j'apprécie avec Babel, c'est que l'apprentissage est pensé pour la vraie vie. On y apprend du vocabulaire simple, concret, lié au voyage, au travail, aux relations. Dès le départ, on passe un petit test pour évaluer son niveau et ensuite, que l'on soit débutant ou déjà avancé, Babel propose des exercices parfaitement adaptés. En plus, c'est assez ludique, les exercices sont variés et dynamiques, ce qui rend l'apprentissage beaucoup plus agréable. Monument. Historical site. Yeah, there are a lot of those in Boston. Les leçons sont courtes, environ 15 minutes par jour, donc faciles à intégrer dans une routine. Et Babel, ce n'est pas seulement des exercices, c'est aussi des jeux, des podcasts, des dialogues réalistes qui contribuent à donner confiance pour s'exprimer, que ce soit en voyage ou dans la vie de tous les jours. Avec mon offre disponible en description, vous avez jusqu'à 50% de réduction sur votre abonnement Babel. Et en plus, c'est sans risque, il y a une garantie satisfait ou remboursé sous 20 jours. Donc au bout de 20 jours, si vous n'êtes pas convaincu, vous envoyez simplement un message et il vous rembourse intégralement. Donc n'hésitez plus et dites-moi en commentaire quelle langue vous aimeriez apprendre et pourquoi. C'est à Doylestown, en Pennsylvanie, que Gretchen voit le jour le 8 janvier 1969. Elle grandit heureuse dans une famille aimante et soudée, entourée de son frère jumeau Jeffrey et de sa sœur Sarah Ann. Ses parents, Merle et Jane, sont des parents présents et attentionnés, profondément attachés à leurs enfants. Même si elle naît en Pennsylvanie, c'est dans le New Jersey, dans la petite ville paisible de West Long Branch, que Gretchen grandit et passe l'essentiel de son enfance et de son adolescence. Après une scolarité sans difficulté, elle obtient l'équivalent de son baccalauréat en 1987 à l'âge de 18 ans. À ce moment-là, elle a envie de nouveautés, de découvertes et elle décide de quitter le New Jersey pour s'installer quelque temps à New York où elle suit des études dans une école de mode. Seulement, au fil du temps, elle réalise que ce n'est pas cette voie-là qu'elle souhaite poursuivre. Elle ressent le besoin de revenir à quelque chose de plus concret, de plus humain. Elle revient donc auprès de sa famille dans le New Jersey et choisit de reprendre ses études, cette fois pour devenir enseignante. Elle décroche son diplôme et commence à travailler dans l'enseignement alors qu'elle a 25 ans. Très vite, elle s'épanouit dans ce métier. Pour elle, enseigner, ce n'est pas juste un travail, c'est une vocation. Gretchen est une femme douce, chaleureuse et généreuse, attentive aux autres, toujours à l'écoute. Elle sait être présente quand il le faut. Très sociable, elle aime rencontrer du monde et se lie facilement avec les gens. Elle aime passer du temps avec ses proches, avoir des discussions sincères et elle place la famille et l'amitié au cœur de sa vie. Quelques années plus tard, elle fait la connaissance d'un certain Jeff. Très vite, l'histoire devient sérieuse, leur relation s'installe dans la durée et après plusieurs années de vie commune, en 2006, ils décident de quitter le New Jersey pour partir s'installer en Floride en quête d'un climat plus doux et d'un cadre de vie plus agréable.
Ils s'installent dans la ville de Jupiter, dans le comté de Palm Beach. Là-bas, Gretchen retrouve ses parents et son frère jumeau qui ont eux aussi choisi de s'installer sous le soleil floridien, tandis que sa sœur, Sarah Ann, est restée dans le New Jersey. Cela dit, Gretchen reste très proche de tous, elle continue de voir régulièrement sa sœur et elle est heureuse de vivre à proximité du reste de sa famille. Dans ce nouveau cadre, la vie prend un tournant paisible. Gretchen trouve rapidement un emploi dans l'enseignement, le climat est agréable et tout semble aller pour le mieux. Elle s'épanouit pleinement, elle profite du soleil, de la plage, elle se fait de nouveaux amis, elle s'intègre rapidement dans cette nouvelle communauté. Jupiter est une ville côtière prisée pour sa qualité de vie, son atmosphère détendue, ses espaces verts et sa proximité avec l'océan. Pour une femme comme Gretchen qui aime le calme, la nature et les relations humaines, c'est un endroit idéal. L'année suivante, en 2007, alors qu'elle a 38 ans, Jeff et elle décident de se marier. Quelques mois plus tard, en 2008, Gretchen donne naissance à une petite fille, Eva, elle a alors 39 ans. Cette naissance est pour elle un moment de joie intense, une forme d'accomplissement. Gretchen a toujours adoré les enfants, devenir mère est un rêve qu'elle caresse depuis longtemps et quand Eva arrive dans sa vie, elle s'investit totalement dans son rôle. C'est une maman attentive, tendre et disponible, une maman dévouée qui place sa fille au centre de toutes ses priorités. Elle répète souvent qu'Eva est la plus grande réussite de sa vie. Après plusieurs années à passer à enseigner, elle décide d'opérer une reconversion professionnelle. Elle intègre une entreprise de service public en tant que responsable des ressources humaines, un poste dans lequel elle se sent tout de suite à sa place. Là encore, elle est très vite appréciée de ses collègues qui la décrivent comme une personne exceptionnelle, profondément humaine, toujours bienveillante et investie. Elle aime sincèrement les gens qui l'entourent, elle est généreuse et elle se donne à fond dans tout ce qu'elle entreprend. Gretchen mène également une vie saine. Elle prend soin de sa santé, fait du sport et adore notamment le paddle, une activité qu'elle pratique régulièrement. Elle aime les activités en plein air, bouger et se sentir bien dans son corps comme dans sa tête. Elle semble incarner avec son mari et leur fille Eva une famille parfaite. Mais cette stabilité ne va pas tarder à être totalement chamboulée. En 2008, juste après la naissance d'Eva, Gretchen décide de s'inscrire dans une salle de sport locale. Elle souhaite retrouver la ligne, rester en forme et comme toujours prendre soin d'elle. C'est une période de transition dans sa vie où elle essaie de rééquilibrer ses journées entre son rôle de jeune maman, son travail et son bien-être personnel. Et c'est là, dans cette salle de sport de Jupiter, qu'elle fait la connaissance d'un jeune coach sportif très apprécié, un certain David Anthony. À 32 ans, il a donc 7 ans de moins que Gretchen, David est un bel homme, grand et il ne passe pas inaperçu. Il mesure environ 2 mètres, il est charismatique, souriant, toujours en train de plaisanter avec les clients. Il dégage quelque chose de magnétique et son physique avantageux ne laisse pas indifférent. Dans la salle, beaucoup le surnomment le sexy coach. Au moment où il fait la connaissance de Gretchen, David est déjà bien implanté dans le comté de Palm Beach. Il est très populaire dans le milieu du fitness, il travaille dans plusieurs salles de sport, il a l'image d'un coach charismatique, motivant, toujours de bonne humeur et apprécié de tous. David est lui aussi marié, il partage sa vie avec Meredith, une amie d'enfance qu'il connaît depuis l'adolescence. Très vite, le courant passe entre Gretchen et David. Ils échangent quelques mots, plaisantent, se croisent régulièrement. Gretchen est tout de suite attirée par le charisme et l'énergie positive qu'il dégage. Il a ce côté sûr de lui, accessible, agréable à côtoyer. Et pourtant, malgré cette complicité naissante, leur relation reste purement amicale. Gretchen est une femme mariée et elle n'envisage absolument pas une nouvelle histoire d'amour. Mais les mois passent. Au fil du temps, Gretchen et lui se rapprochent. Les regards se font plus complices, les conversations plus personnelles, les liens plus forts. Ensemble, ils partagent la même passion pour le sport et les activités de plein air.
Après la naissance d'Eva et avec le temps, son couple avec Jeff s'est émoussé. Il n'y a pas de cris, pas de larmes, juste une usure progressive. Gretchen n'est plus heureuse même si elle fait tout son possible pour faire fonctionner son mariage, surtout pour le bien de sa fille. Elle s'accroche, elle essaie de maintenir un équilibre, mais les choses ne vont plus très bien. En plus de cela, elle tombe progressivement sous le charme de David, le beau coach sportif. Finalement, en 2014, Gretchen et Jeff prennent la décision de rompre, elles demandent le divorce et ils partagent la garde d'Eva. Malgré la séparation, les choses se font dans le respect. Gretchen et Jeff gardent de bons rapports et chacun fait de son mieux pour préserver le bien-être d'Eva. Il n'y a pas de guerre, pas de conflit ouvert, seulement deux parents qui veulent continuer à être là pour leur fille. Libérée de son mariage, sa relation avec David, le coach sportif sexy, prend un tout nouveau tournant. Lui aussi vient de divorcer de Meredith et ils se mettent en couple. À 45 ans, Gretchen semble vraiment épanouie. Aux côtés de ce bel homme de 38 ans, elle a un peu l'impression de retrouver une nouvelle jeunesse. De la vie de tous, elle sourit davantage, elle semble légère, pleine d'entrain. Elle pense avoir enfin trouvé l'homme qu'elle attendait depuis toujours. Et ce qui compte aussi beaucoup pour elle, c'est que le courant passe très bien entre David et la petite Eva. Il joue souvent avec elle, il se montre attentif, bienveillant. Pour Gretchen, c'est le début d'une nouvelle vie remplie de bonheur. À ce moment-là, elle y croit vraiment. Au début de leur relation, entre Gretchen et David, tout va pour le mieux. Gretchen est comblée, elle retrouve une certaine légèreté, elle semble heureuse, rayonnante. Ses proches voient en David un beau-père attentionné pour la petite Eva, il joue avec elle, il se montre doux et impliqué et semble même l'aimer comme sa propre fille. Ensemble, ils forment ce que beaucoup considèrent comme le couple idéal. Aux yeux de leur entourage, ils sont équilibrés, complices, souriants et profondément liés. En mars 2015, après quelques mois de relation, Gretchen et David se marient à Las Vegas dans la célèbre Chapel of the Bells. Gretchen a alors 46 ans et David 39. C'est un mariage éclair pris un peu sur un coup de tête comme une envie de marquer un nouveau départ. Sur les photos, ils affichent des sourires radieux, visiblement prêts à passer le reste de leur vie ensemble. Mais derrière les apparences, les premières fissures apparaissent rapidement. David, malgré ses qualités, commence à laisser transparaître des zones d'ombre. Loin de l'image du coach dynamique, du mari idéal et du beau-père parfait, David cache en réalité des failles profondes. Depuis toujours, c'est un homme instable, rongé par un mal intérieur que peu soupçonnent. Né en 1976, David grandit en Floride aux côtés de sa mère après que son père les a quittés alors qu'il était encore tout petit. On ne peut pas dire qu'il ait eu une enfance épanouie, c'est un garçon renfermé, complexé, plus grand que la moyenne et en surpoids depuis toujours. À l'école, les moqueries sont fréquentes et David peine à se faire des amis, il se sent souvent exclu. Il aime pourtant le sport, mais sa taille trop imposante l'empêche d'intégrer les ligues de jeunes. L'écart avec les autres enfants de son âge est trop important. Rejeté, isolé, il grandit avec une estime de lui très fragile. C'est un enfant triste, replié sur lui-même, qui parle peu et semble s'effacer pour ne pas déranger. Mais à l'adolescence, il décide de se prendre en main et se lance à corps perdu dans le sport. À présent, sa grande taille n'est plus un obstacle, mais un atout qu'il compte bien exploiter. Il trouve ainsi un exutoire et un terrain d'expression dans le basketball. Il devient un excellent joueur et en 1990, il obtient une bourse d'études pour pratiquer ce sport au niveau universitaire. À présent, son gabarit, sa force et son agilité font de lui un atout sur le terrain. Pourtant, malgré tous ses efforts, David ne deviendra jamais basketteur professionnel, son rêve s'arrête là. Mais une bourse universitaire lui aura tout de même ouvert des portes, elle lui a permis de faire des études. À la fin de son parcours universitaire, David prend une autre direction sans pour autant quitter le monde du sport. Il se reconvertit comme coach sportif et entraîneur personnel. Malgré sa réussite sportive, David reste une âme profondément tourmentée.
Il est diagnostiqué bipolaire mais refuse de prendre le moindre traitement. En 1997, à 21 ans, alors qu'il est encore étudiant, David est arrêté pour avoir braqué un vidéoclub avec un pistolet à eau. Lors de sa fuite, il agresse un policier, un acte qui lui vaut un court séjour en prison. Cet épisode marque le début d'un casier judiciaire et d'une série de comportements impulsifs. Suite à cette affaire, il change légalement de nom. Né David Dutch, il devient David Anthony, probablement dans l'espoir de tirer un trait sur cette réputation encombrante et de se reconstruire une nouvelle image. C'est ainsi qu'au fil des années, il retravaille son apparence, son comportement, son attitude, jusqu'à devenir le coach sportif charismatique et populaire que rencontre un jour Gretchen. Mais vivre avec lui au quotidien révèle une toute autre facette. Très vite, Gretchen découvre qu'il est sujet à des sautes d'humeur imprévisibles. Il peut passer de l'enthousiasme à l'abattement en quelques instants. Il est lunatique, parfois jaloux, parfois distant et souffre d'un profond sentiment d'insécurité. Il doute de lui-même, doute de son entourage, doute de l'amour que ses proches lui portent. David a une estime de lui très fragile et cette fragilité se manifeste dans leur relation. Les disputes deviennent de plus en plus fréquentes, souvent déclenchées par des détails sans importance, mais toujours teintées de jalousie ou de frustration personnelle. Après 2 ans de mariage, le couple est au plus mal. Le comportement de David devient instable, parfois même inquiétant. Dans l'espoir de sauver leur couple, ils décident de participer à un stage de thérapie conjugale d'1 semaine à Hawaï. Mais là encore, les choses ne se passent pas bien, le comportement de David pendant le séjour est déroutant, presque erratique, il se montre instable, incohérent et il est mis à l'écart du reste du groupe tant il détonne. Cet épisode marque profondément Gretchen. Elle se sent humiliée, exposée et surtout, elle commence à s'inquiéter sérieusement pour l'avenir de leur couple. Peu de temps après ce voyage, ils se séparent une première fois durant environ 6 mois. Gretchen tente de prendre ses distances, mais à force de relance de la part de David, elle finit par lui redonner une chance. Elle sait désormais qu'il souffre de troubles mentaux et parce qu'elle a toujours des sentiments pour lui, elle veut l'aider, être là pour lui, même si tout est compliqué. En 2017, un événement tragique survient. Alors qu'ils bricolent sur son pick-up dans leur garage, le cric cède et le véhicule s'écrase sur son torse. David est grièvement blessé. Il souffre d'un traumatisme crânien et de multiples fractures. Gretchen, en épouse dévouée, le soigne, le soutient, l'assiste au quotidien durant sa longue convalescence. Mais les mois passent et le comportement de David ne fait qu'empirer. Ses troubles de l'humeur s'intensifient, peut-être amplifiés par le choc crânien. Il tente bien de se faire aider, entame des thérapies, participe à des groupes, mais rien ne semble fonctionner. L'équilibre fragile du couple s'effondre. La vie commune devient de plus en plus tendue, pesante, presque toxique. David devient souvent verbalement agressif et Gretchen commence peu à peu à avoir peur de lui. L'homme qu'elle avait cru connaître, celui qu'elle avait aimé, semble s'être effacé derrière un comportement qu'elle ne reconnaît plus. En 2019, 4 ans après le début de leur mariage, Gretchen est à bout. À l'automne, elle prend une décision ferme, leur relation ne peut plus continuer, elle met fin à leur histoire. Mais avant que David ne quitte définitivement la maison, l'ambiance devient de plus en plus lourde. Pendant un temps, ils continuent à vivre sous le même toit, chacun dans une chambre séparée, et Gretchen, elle, vit littéralement dans la peur. Chaque soir, quand elle monte dans sa chambre, elle verrouille la porte derrière elle par précaution. Et un soir, alors qu'elle est enfermée dans sa chambre, elle envoie un message glaçant à l'une de ses amies. Elle lui explique qu'elle est en train d'observer David sur les caméras de surveillance de la maison, qu'elle attend simplement qu'il aille se coucher pour pouvoir sortir, puis elle ajoute qu'elle va descendre, prendre un couteau et le glisser sous son oreiller au cas où qu'elle espère réussir à dormir un peu. Ce message illustre à quel point la situation est devenue insupportable. Gretchen ne se sent plus en sécurité chez elle face à l'homme qu'elle a épousé et qu'elle ne reconnaît plus. Quelques jours avant Noël, en décembre 2019, quelque chose attire l'attention de Gretchen.
le sac à dos de David. En l'ouvrant, elle découvre son alliance, son passeport, son permis de conduire, ses cartes de crédit et une grosse somme en liquide. Immédiatement, elle est pétrifiée. Quelque chose ne va pas. Elle envoie un message à sa meilleure amie Dawn et lui confie qu'elle a vraiment peur. Ce sac ressemble à un kit de fuite, comme si David s'apprêtait à disparaître. Mais pourquoi? Et surtout, qu'a-t-il l'intention de faire avant de partir? Malgré toutes les questions qui se bousculent dans sa tête ce soir-là, Gretchen n'a plus aucun doute, elle doit agir. Quelques jours plus tard, avant même que 2019 ne touche à sa fin, elle lui demande de quitter la maison. Elle change les serrures, renforce les caméras de sécurité et coupe définitivement tout espoir de réconciliation. David finit par partir, il s'installe alors chez sa mère qui vit non loin de là. Pour les amis, la famille, tout l'entourage de Gretchen, c'est un véritable soulagement. Ils l'encouragent dans cette démarche, ils ont vu son mal-être, ils ont constaté à quel point David est devenu inquiétant. Même la patronne de David, Tabitha Hopkins, va jusqu'à prévenir Gretchen. Elle la met en garde en lui disant très clairement que David est, selon ses propres mots, complètement cinglé. Mais ce que personne ne sait encore, c'est que son comportement ne va faire qu'empirer. Lorsque Gretchen prend enfin la décision de mettre fin à son mariage et demande à David de quitter leur maison, c'est un soulagement pour elle. Après des mois de tension, de peur et d'épuisement émotionnel, elle retrouve un semblant de sérénité. Rapidement, dès le début du mois de janvier 2020, elle entreprend officiellement la demande de divorce. Elle veut avancer, tourner la page, reconstruire quelque chose de stable pour elle et pour sa fille. Mais du côté de David, la séparation est un véritable coup dur. Il se retrouve soudain à retourner vivre chez sa mère, une situation qu'il vit comme une humiliation. Il perd ses repères, son équilibre et son moral est au plus bas. Et c'est dans ce contexte instable qu'un événement extérieur va venir le faire basculer. Le 26 janvier 2020, le célèbre basketteur Kobe Bryant, sa fille Jana et 7 autres personnes perdent la vie dans un tragique accident d'hélicoptère à Calabasas, en Californie. La nouvelle bouleverse le monde entier. Mais pour David, ce n'est pas juste un drame médiatisé, c'est son idole qui vient de disparaître. Il vouait une véritable admiration à Kobe, ils sont de la même génération et David a suivi toute sa carrière de près au point d'avoir appelé son chien Kobe. Il voyait en lui un modèle, une source d'inspiration, alors quand la nouvelle tombe, c'est un choc pour lui. Cette mort brutale ravive en lui un sentiment d'effondrement total. Le jour de l'annonce du drame, David débarque à la salle de sport complètement hors de lui. Il est en larmes, visiblement bouleversé, et prononce un discours incohérent dans le hall devant ses collègues et plusieurs clients. Il parle de Kobe, de la mort, de la fin du monde. Il tient des propos confus entre hommages maladroits et pensées délirantes. Ce moment interpelle les personnes présentes. Beaucoup le trouvent étrange, voire inquiétant. Et cette crise n'est que le début. Quelques jours plus tard, début février, un matin, David ne se présente pas à son poste. Pourtant, c'était lui qui devait ouvrir la salle. Les clients attendent longtemps devant les portes fermées, sans explication. Personne ne le trouve. Tabitha Hopkins, sa patronne, finit par le joindre. Elle lui fait simplement remarquer qu'il aurait dû être là, qu'il ne peut pas laisser les adhérents dehors. Mais David le prend très mal. Il devient agressif, lui crie dessus, se montre incontrôlable, et pour Tabitha, c'est la goutte de trop. Elle prend une décision immédiate, elle le licencie sur le champ. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois. En 2017, David avait déjà travaillé pour elle, et à l'époque, elle avait été obligée de le renvoyer une première fois après que plusieurs clientes se soient plaintes de comportements déplacés. Il avait eu des attitudes inappropriées et Tabitha avait préféré s'en séparer. Mais quelques mois plus tard, il était revenu vers elle, s'était excusé, avait promis de changer, de se reprendre. Et Tabitha, comme beaucoup de gens qui veulent croire en la seconde chance, avait fini par le réembaucher. Mais cette fois, elle sait que la situation est différente. Elle ne reconnaît plus David, il est instable, impulsif, complètement imprévisible.
Dorénavant, David se retrouve sans emploi, il vient de perdre son travail dans la salle de sport, où il était pourtant très apprécié, et il encaisse très mal cette rupture professionnelle, d'autant plus qu'elle survient juste après la séparation avec Gretchen. Il vit désormais chez sa mère, il est instable, isolé, et son état mental se détériore de jour en jour. Mais alors que David perd pied, Gretchen avance. Le 28 février 2020, elle dépose une requête de divorce auprès du tribunal de Palm Beach. Elle est décidée à tourner la page. Elle essaie d'aller de l'avant, de reprendre sa vie en main, et très vite, elle commence à ouvrir la porte à de nouvelles rencontres. Elle n'est pas pressée, mais elle est prête à envisager une nouvelle relation, à condition que cela reste sain, stable et rassurant. De son côté, David aussi cherche à fréquenter d'autres femmes, mais chez lui, cela prend rapidement une tournure troublante, des plus inquiétantes. Le 7 mars 2020, il a rendez-vous avec une femme pour une sortie apparemment banale. Un cours de peinture avec une dégustation de vin. Le concept est simple, léger, convivial. Mais pendant le cours, David adopte un comportement déplacé. Il essaie de glisser sa main sous la chemise de son rendez-vous. La femme le repousse immédiatement, mais il explose de colère. Devant tout le monde, il se met à crier, il lui hurle dessus, puis il quitte la salle en furie. Seulement, ce soir-là, il n'a pas sa propre voiture, ils étaient venus ensemble avec le véhicule de la jeune femme. Elle n'a donc pas d'autre choix que de le raccompagner chez elle pour qu'il récupère son pick-up. Mais lorsqu'elle rentre chez elle, elle est stupéfaite. David a déjà investi les lieux. Il s'est imposé chez elle, a ouvert sa valise, étalé ses vêtements sur son lit, rempli son congélateur de nourriture et laissé son chien dans le jardin. Lorsqu'elle lui demande de rester dehors pendant qu'elle rassemble ses affaires, il entre dans une colère noire. Il frappe à la porte, aux fenêtres, hurle à travers les murs. Terrifiée, la jeune femme finit par appeler la société de sécurité de son quartier qui intervient pour le faire partir. Cet incident est un nouveau signal d'alerte. David perd le contrôle et ceux qui croisent son chemin en ressortent troublés ou effrayés. Quelques jours plus tard, le 11 mars 2020, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, déclare officiellement la pandémie mondiale de Covid-19. Le virus, déjà présent aux États-Unis, commence à se propager rapidement. Pour beaucoup, c'est une période d'incertitude, mais pour David, c'est un détonateur. Il voit dans cette crise une prophétie apocalyptique. Il est persuadé que la pandémie annonce la fin du monde, une forme de cataclysme planétaire. Il développe un délire paranoïaque, une sorte de scénario de survie, et il commence alors à élaborer un plan insensé. Il essaie de convaincre Gretchen de fuir avec lui et lui propose de quitter les États-Unis pour aller se réfugier au Costa Rica. Là-bas, selon lui, il pourrait échapper à la contamination et à l'effondrement de la société. Il se voit déjà vivre en autarcie en pleine nature, loin du chaos qu'il imagine imminent. Mais Gretchen refuse catégoriquement. D'abord parce qu'elle tient à rester auprès de sa fille et de sa famille, et ensuite parce qu'elle ne partage absolument pas les croyances délirantes de David. Ce refus est vécu comme une énième trahison, un rejet absolu. Cela renforce son sentiment d'abandon, de persécution, et sa paranoïa continue d'empirer. 4 jours plus tard, le 15 mars 2020, la police est appelée en urgence sur le parking d'un bar-restaurant de Riviera Beach en Floride. Plusieurs témoins signalent un homme au comportement étrange, transpirant abondamment, qui suit des adolescentes d'environ 15 ans et tente de leur parler de manière insistante et dérangeante. Vous l'avez compris, cet homme n'est autre que David. Quand les agents arrivent sur place, ils garent leur voiture de patrouille à environ 10 places de parking de son pick-up stationné devant l'établissement. Ils s'approchent prudemment en observant ses gestes, tandis que l'un d'entre eux commence à vérifier sa plaque d'immatriculation. Très vite, il remarque qu'elle a été fabriquée. Un morceau de ruban adhésif noir, typiquement utilisé pour les câbles électriques, a été soigneusement apposé pour transformer un 6 en 8. Lorsqu'il lui demande des explications, David leur répond que c'est sûrement sa belle-fille Eva qui a fait ça. Il explique qu'elle a 12 ans, qu'elle aime jouer avec du ruban adhésif et que c'est probablement un simple jeu d'enfant. Mais les policiers trouvent son comportement étrangement nerveux. Il répète plusieurs fois la même chose, évite leur regard, gesticule sans raison apparente. Soudain,
Sans prévenir, il arrache le ruban de la plaque d'immatriculation d'un geste vif et se précipite vers le côté conducteur de son véhicule. Et là, il demande au policier « Est-ce que je suis détenu ?» Puis, sans attendre de réponse, il tend la main sous son siège, un mouvement brusque qui pousse immédiatement un des agents à dégainer son arme et à le mettre en joue. David lève les mains et affirme qu'il cherchait son permis de conduire. Il sort alors du véhicule, les mains en l'air, puis s'assoit sur le sol. Mais au moment où un second agent tente de le menotter, il bondit soudainement dans sa voiture et claque violemment la portière sur le bras du policier. Pas une fois, mais à plusieurs reprises. Un troisième agent intervient en renfort et à 3 policiers, ils finissent par le maîtriser au sol. Lorsqu'il fouille son véhicule, il découvre un grand couteau glissé sous le siège conducteur, l'objet qu'il tentait très probablement de saisir quelques instants plus tôt. David est arrêté sur le champ et inculpé pour résistance violente à une arrestation. Il passe 4 jours en détention avant de pouvoir payer une caution de $3 000. Il est libéré le 19 mars 2020 avec interdiction de quitter le comté. Quand il sort, il est au plus mal, il est paranoïaque, instable, profondément perdu et désormais les autorités ont un œil sur lui. De son côté, Gretchen est de plus en plus inquiète. Elle voit David sombrer, perdre pied, glisser dans une spirale sombre. Ses proches la mettent en garde, lui conseillent de rester prudente, de se protéger, de garder ses distances. Et au fond d'elle, Gretchen le sent aussi, David n'est plus seulement en colère ou blessé, il est devenu instable, imprévisible et peut-être dangereux. Le 13 mars 2020, face à la propagation de la pandémie, le président de l'époque, Donald Trump, déclare officiellement l'état d'urgence national aux États-Unis. Rapidement, plusieurs États commencent à mettre en place des mesures de confinement partiel. À Jupiter, en Floride, là où vit Gretchen, les restrictions locales se mettent progressivement en place entre le 16 et le 20 mars. La plupart des habitants restent chez eux, les écoles ferment et les contacts physiques se limitent. Durant cette période, Gretchen est seule chez elle, Eva, sa fille, est chez son père, Jeff, avec qui elle partage toujours la garde. Et très vite, quelque chose ne tourne pas rond. À partir du 21 mars, plus personne n'arrive à joindre Gretchen directement. Sa famille, ses amis, ses collègues tentent de l'appeler, mais aucun appel ne reçoit de réponse. Son téléphone sonne dans le vide. En plein début de la pandémie, ce silence inquiète. Mais on se dit d'abord qu'elle se repose, qu'elle est peut-être malade. Puis, le 23 mars, tout dans la matinée, Eva, qui a désormais 12 ans, reçoit un SMS. Ce sont des nouvelles de sa mère. « Bonjour, j'ai été testée positive au coronavirus tôt ce matin et cela signifie que je dois rester ici au moins 2 semaines. » Dans les heures qui suivent, plusieurs proches reçoivent des messages similaires. Gretchen explique qu'elle a attrapé le coronavirus et qu'elle a été transférée dans une unité spéciale du centre médical de Jupiter en isolement. Elle parle d'une quarantaine stricte, de traitements commencés dès son arrivée, d'une forte fièvre et de difficultés à respirer. Son état se serait soudainement aggravé au point qu'on l'aurait placé dans une unité réservée aux cas les plus graves. De prime abord, ce récit semble plausible. Nous sommes au tout début de la pandémie, les gens sont paniqués, les informations médicales circulent mal, les protocoles sont flous, mais quelque chose cloche. Très rapidement, les proches de Gretchen trouvent ces messages étranges. D'abord, le ton ne lui ressemble pas. Les tournures sont froides, impersonnelles, parfois confuses, comme si quelqu'un écrivait à sa place. Ensuite et surtout, elle ne répond pas au téléphone. Pas même à sa fille alors qu'elles sont extrêmement proches. Elle ne cherche pas à lui parler, seulement à envoyer des textos, ce qui, pour ceux qui la connaissent, n'a aucun sens. S'il s'agissait vraiment d'un cas grave, elle aurait voulu entendre la voix d'Eva. Le 24 mars 2020, l'inquiétude ne fait que grandir. Les proches de Gretchen décident de contacter ses collègues de travail dans l'espoir qu'ils aient eu des nouvelles récentes. Et là encore, leur témoignage ne rassure personne. Ses collègues expliquent qu'elle est venue travailler comme d'habitude le vendredi 20 mars, souriante, calme, en forme, rien ne semblait inhabituel, elle ne paraissait pas malade et elle ne s'était plainte de rien. Mais le lundi suivant, le 23 mars, elle ne se présente pas au travail. Au
Aucun message, aucun appel, aucun signe d'absence prévu, ce n'était pas dans ses habitudes. Son patron, qui est aussi un ami proche, commence à s'inquiéter. Il lui envoie un premier message pour s'assurer qu'elle va bien. Les heures passent, aucune réponse. Alors, un peu plus tard dans la journée, il lui écrit un second message, plus inquiet cette fois. « Salut, fais-moi savoir si tu as besoin de quelque chose, je m'inquiète vraiment pour toi. » Et c'est là qu'il reçoit dans l'après-midi un email envoyé depuis l'adresse professionnelle de Gretchen. Le message dit qu'elle a eu une légère fièvre pendant le week-end et qu'elle s'est réveillée avec un essoufflement et qu'elle part se faire tester à l'hôpital. Mais immédiatement, le ton interpelle. Ce n'est pas du tout son style d'écriture, le contenu est froid, mécanique, presque cliniquement neutre. Son patron trouve ça étrange, il la connaît bien et ce message ne lui ressemble pas du tout. Plus tard, le même jour, il reçoit un deuxième message, cette fois-ci par texto. Un ton tout aussi inhabituel, mais le contenu est encore plus déroutant. Gretchen lui écrit qu'elle a été testée positive au coronavirus et que c'est une mauvaise nouvelle, mais qu'elle est prise en charge dans un centre spécialisé qui ne gère que les cas graves, le même dont elle a parlé à sa famille. Puis, une phrase étonnante. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais j'ai une souche de la maladie de la vache folle dans le sang et à cause de cette souche, ils pensent que mon groupe sanguin pourrait aider à trouver un traitement contre le Covid. Elle ajoute qu'elle est prise en charge par un certain docteur Sinclair et son équipe, qu'elle a confiance en eux et qu'elle espère contribuer à une avancée majeure. Pour son patron, ça n'a aucun sens. Ce genre de déclaration ne ressemble pas du tout à Gretchen et surtout, jamais elle ne lui avait parlé de quoi que ce soit en lien avec la maladie de la vache folle. C'est à ce moment-là que les proches et les collègues croisent leurs informations. Ils réalisent que personne n'a eu de contact direct avec Gretchen depuis plusieurs jours et que tous les messages reçus semblent avoir été écrits par quelqu'un d'autre et que le scénario raconté ne tient pas debout. Sa famille décide alors de se rendre directement chez elle pour voir si tout va bien. Et lorsqu'ils arrivent, la maison est vide, les volets sont fermés, personne ne répond, l'endroit semble complètement désert. Face à cette situation, il n'hésite plus une seconde, il contacte tous les hôpitaux de la région, espérant obtenir une confirmation officielle de ce que disaient les messages. Mais aucun établissement ne trouve trace d'une admission au nom de Gretchen Anthony et ce qui les alarme encore davantage, c'est l'appel qu'ils passent au centre médical de Jupiter. Le personnel leur répond que le scénario décrit dans les messages ne correspond en rien au protocole appliqué dans leur établissement. Pire encore, Gretchen n'a jamais été admise là-bas, ni dans une quelconque unité spéciale, ni en quarantaine. Elle n'apparaît sur aucun registre. À ce stade, pour sa famille, l'inquiétude est à son paroxysme, tout sonne faux, tout est incohérent et la peur grandit d'heure en heure. C'est à ce moment-là, le 25 mars, qu'ils prennent la décision de se rendre à la police pour signaler officiellement sa disparition. Le 26 mars 2020, au matin, les policiers se rendent au domicile de Gretchen. De l'extérieur, tout semble calme. La maison est fermée, silencieuse, mais à peine arrivée, une voisine s'approche des agents. Elle leur demande s'ils sont là pour enquêter sur l'agression qui a eu lieu le matin du 21 mars. Les policiers, surpris, demandent plus d'explications. Ils n'ont aucune trace d'un incident à cette adresse. La voisine raconte alors qu'à 6 heures du matin, le samedi 21 mars, elle a entendu un cri de femme glaçant provenant de la maison de Gretchen. Des hurlements de douleur, des phrases nettes, claires, « Non, ça fait mal, arrête ». À ce moment-là, elle est chez elle, à l'étage. Elle pense d'abord que ce sont peut-être des enfants qui jouent dans l'allée derrière sa maison, mais les cris continuent et deviennent de plus en plus terrifiants. Elle sort alors dans l'allée et aperçoit un pick-up noir garé en marche arrière devant chez Gretchen. Il est vide. Elle reste dehors environ 15 minutes, prend des photos du véhicule, note la plaque d'immatriculation par précaution. Quelques instants après, le silence revient et elle rentre chez elle. Un peu plus tard, une deuxième voisine, voyant les policiers, s'approche. Elle confirme qu'elle a aussi entendu les cris ce matin-là, mais elle va plus loin. Elle dit
reconnaître le pick-up noir et affirme qu'il appartient à David Anthony. Les policiers commencent alors une enquête de voisinage, la maison est toujours fermée, ils n'ont pas encore forcé la porte. D'autres voisins témoignent, oui, ils ont vu le pick-up de David ce matin-là garé devant, le haillon était abaissé et une grande bâche semblait recouvrir quelque chose dans le coffre, impossible de dire quoi. Un voisin raconte aussi avoir vu de l'eau mélangée à une substance blanche s'écouler dessous la porte du garage, une sorte de liquide chimique visqueux. Un autre encore affirme avoir vu David en train de laver la voiture de Gretchen dans l'allée. La police décide alors de regarder les images de vidéosurveillance des maisons voisines et là, tout se confirme. On voit David avec son pick-up rentrer et sortir du domicile de Gretchen le matin du 21 mars. Il transporte des objets, déplace des choses, les images sont accablantes. Les policiers prennent la décision de forcer l'entrée de la maison. À l'intérieur, ils découvrent une scène des plus inquiétantes. Plusieurs caméras de surveillance installées par Gretchen elle-même ont été arrachées de leur support. Dans la cuisine, 2 bouteilles de produits ménagers et un chiffon humide sont posés près de l'évier. Dans la machine à laver, ils retrouvent des serviettes tachées d'un liquide rouge qui ressemble à du sang. Dans la chambre de Gretchen, un cadre photo est brisé, des éclats de verre sont éparpillés sur le lit, un essuie-main imbibé d'une substance rougeâtre est trouvé à proximité. Sur les murs, des petites gouttes de sang séché sont visibles à plusieurs endroits. Dans la buanderie, le lave-linge contient des serviettes et un chiffon trempés dans ce qui semble être un mélange de sang et d'eau de javel. Les agents descendent ensuite au garage, la serrure est cassée, ils sont obligés de défoncer la porte. Et là, l'odeur est suffocante, une forte odeur de javel et de produits chimiques. Le sol est encore humide, marqué par de très grandes taches décolorées, comme si quelqu'un avait tenté de nettoyer à la hâte. Des auréoles, des traînées et des zones nettoyées en profondeur sont visibles à l'œil nu. Mais il n'y a aucune trace de Gretchen, ni vivante, ni morte. Face à l'ampleur des indices, les policiers alertent immédiatement leurs supérieurs. Ce qui a commencé comme un simple contrôle de bien-être prend désormais une tournure bien plus sombre. Ces témoignages glaçants, les traces retrouvées dans la maison et l'absence totale de nouvelles de Gretchen transforment l'intervention initiale en une véritable enquête pour disparition inquiétante, puis très vite, une enquête pour homicide potentiel. Gretchen est désormais présumée victime d'un acte criminel. La police de Jupiter prévient alors la famille de Gretchen de la gravité de la situation. Pour ses proches, c'est le choc. Ils comprennent qu'elle n'était probablement pas l'auteur des derniers textos et que quelqu'un d'autre écrivait à sa place et que ces messages servaient uniquement à masquer sa disparition. Les enquêteurs de Jupiter, épaulés par les services du comté de Palm Beach, prennent rapidement la mesure de la situation. Au vu des témoignages alarmants des voisins, de la scène observée dans la maison de Gretchen et des messages suspects envoyés depuis son téléphone, leurs soupçons se tournent immédiatement vers David Anthony. Dès le début de l'enquête, 2 éléments essentiels orientent les policiers vers lui. D'abord, David est la dernière personne connue à avoir été vue sur les lieux le matin du 21 mars. Son pick-up est formellement identifié devant le domicile de Gretchen. Il a été vu en train d'entrer et de sortir de la maison et les images de surveillance le confirment. Ensuite, le contexte de divorce récemment engagé par Gretchen donne aux enquêteurs un mobile sérieux. En interrogeant les proches, la police apprend aussi que Gretchen avait peur pour sa sécurité depuis leur séparation. Elle avait confié à plusieurs personnes son malaise, son inquiétude, et c'est ce qui avait motivé l'installation des caméras de surveillance dans sa maison. Les enquêteurs cherchent alors à le localiser. Dans un premier temps, ils se rendent chez sa mère qui habite à proximité. C'est là qu'il est officiellement domicilié depuis qu'il a quitté le domicile conjugal quelques mois plus tôt. Quand les agents arrivent sur place, David n'est pas là, sa mère est présente et accepte de répondre à leurs questions. Il lui demande si elle a eu des nouvelles récentes de son fils et elle répond que non,
et elle leur explique qu'elle aussi a reçu des messages de Gretchen lui disant qu'elle avait été testée positive et qu'elle était prise en charge dans un centre de traitement spécialisé. La mère précise que depuis le 24 mars, elle n'a plus eu de contact avec David. Elle leur raconte que David est passé chez elle à récupérer son chien et lui a dit qu'il partait en direction du Costa Rica. Elle avoue être plutôt inquiète, elle n'a plus aucune nouvelle depuis ce jour-là et elle ne sait ni où il est ni ce qu'il fait. C'est alors que la police l'informe que Gretchen est portée disparue. Face à cette annonce, la mère est sous le choc. Elle leur explique qu'encore ce matin-là, elle a reçu un texto envoyé depuis le téléphone de Gretchen dans lequel cette dernière lui demandait de s'occuper de ses chats pendant sa quarantaine en précisant qu'elle devait rester isolée pendant 2 semaines. La mère a tenté de la rappeler, mais elle n'a jamais réussi à la joindre. Pour les enquêteurs, tout cela confirme leurs soupçons. Quelqu'un se sert du téléphone de Gretchen pour alimenter un mensonge et David est introuvable. En réalité, David est déjà en cavale. Très vite, les enquêteurs obtiennent les données de géolocalisation des téléphones portables de Gretchen et de David et ce qu'ils découvrent les laisse sans voix. Les 2 téléphones ont voyagé ensemble vers l'ouest, traversant plusieurs États en direction de la frontière mexicaine. Leur parcours total couvre près de 3200 km à travers 6 États différents. Pendant ce temps, les autorités s'activent sur plusieurs fronts. Les enquêteurs contactent le fournisseur du système de vidéosurveillance installé au domicile de Gretchen. Leur objectif est clair, récupérer les enregistrements stockés sur le cloud. Car même si les caméras ont été arrachées, les images sont automatiquement sauvegardées en ligne par la société. Seulement, ces données ne sont pas immédiatement accessibles, il faudra attendre un peu de temps pour que la société les fournisse. En parallèle, les policiers sollicitent également Amazon dans l'espoir de pouvoir récupérer d'éventuels enregistrements audio captés par l'enceinte connectée Alexa présente chez Gretchen. En effet, ce type d'appareil conserve parfois des extraits vocaux déclenchés automatiquement qui pourraient contenir des fragments de conversation, voire des éléments audio de l'agression. En attendant ces éléments numériques, la police scientifique passe la maison au peigne fin. Tous les recoins sont inspectés minutieusement. Ils font également appel à un chien renifleur spécialisé dans la détection de cadavres et l'animal marque un arrêt dans le garage indiquant qu'à un moment donné, il y a possiblement eu un corps à cet endroit-là. Les indices s'accumulent, mais aucune trace directe de Gretchen n'a encore été retrouvée. Peu de temps après, les enquêteurs retrouvent la Mini Cooper de Gretchen abandonnée sur le parking du Jupiter Medical Center. À l'intérieur, ils découvrent son sac à main et plusieurs effets personnels intacts. C'est comme si la voiture avait été déposée là pour donner l'illusion qu'elle avait bien été hospitalisée. Les policiers décident alors de vérifier les images des caméras de surveillance de l'hôpital et ce qu'ils découvrent confirme leurs soupçons. C'est David lui-même qui est venu stationner la Mini Cooper sur le parking le 24 mars. Sur les images, on le voit ensuite rejoindre son propre véhicule, garé un peu plus loin avant de repartir seul. Une analyse minutieuse de la Mini Cooper révèle alors un nouvel élément accablant. Des traces de sang sont retrouvées sur le volant et le levier de vitesse. La présence de sang dans un véhicule abandonné, combinée aux autres éléments, renforce la piste d'un crime. Pendant que les preuves scientifiques et numériques s'accumulent contre David, les enquêteurs continuent à tenter de le localiser au plus vite. Il est en fuite, potentiellement armé, et ils craignent qu'il franchisse la frontière mexicaine à tout moment. Un avis de recherche nationale est lancé, la traque s'intensifie. Grâce aux données téléphoniques, les enquêteurs apprennent que le 27 mars, les 2 téléphones, celui de David et celui de Gretchen, émettent un signal dans la région de Pensacola à l'extrême ouest de la Floride, soit près de 970 km de là où vivait Gretchen. À ce stade, les autorités recherchent activement les 2 individus considérés comme portés disparus et concentrent leurs efforts sur la zone de Pensacola. Sur place, les enquêteurs découvrent que David et son véhicule ont été filmés par des caméras de surveillance. Il a été aperçu en train de tenter de vendre un sac
contenant des bijoux pour femmes dans une boutique locale. Un homme du coin rapporte que David lui a vendu certains de ses bijoux en expliquant qu'ils appartenaient à sa mère récemment décédée du coronavirus. Parmi les objets vendus figure une bague de la marque David Yurman, un bijou distinctif que Gretchen possédait. Cette découverte vient renforcer les soupçons déjà très lourds pesant sur lui. La disparition de David, sa fuite en direction de la frontière, son comportement incohérent, tout converge. Les choses prennent une tournure très sombre et les autorités décident d'agir sans attendre davantage. Un mandat de recherche et d'arrestation est lancé contre le coach sportif. En parallèle, la police continue de tracer les 2 téléphones espérant pouvoir l'intercepter avant qu'il ne disparaisse définitivement. Finalement, le 30 mars, la police parvient à établir un contact téléphonique avec David, c'est lui qui les appelle. Lors de cet échange, il commence par affirmer que Gretchen est actuellement à l'hôpital en train de recevoir un traitement contre le Covid-19. Et les enquêteurs savent pertinemment que c'est faux, ils ont déjà contacté tous les hôpitaux de la région, aucune trace de Gretchen n'existe dans aucun service médical. Confronté par les policiers, David change alors de version. Il affirme maintenant qu'il est en compagnie de Gretchen et qu'elle va très bien, mais précise-t-il, elle ne souhaite pas leur parler. Il ajoute que Gretchen lui a confié une déclaration écrite qu'il commence à lire à haute voix au téléphone. Dans cette lettre supposée, David affirme que Gretchen a récemment découvert une fraude fiscale au sein de son entreprise. Elle aurait, selon lui, contacté l'IRS, le fisc américain, pour signaler l'affaire. Toujours selon David, elle aurait été terrifiée pour sa vie après que quelqu'un aurait été envoyé chez elle le week-end précédent pour l'intimider. Mais là encore, il ment, les policiers contactent les agences locales, aucun rapport, aucune plainte, aucune trace d'une quelconque alerte lancée par Gretchen. Les accusations sont entièrement fictives, construites de toutes pièces. David poursuit dans le délire. Il affirme que Gretchen se cache de son ancien mari, Jeff, en prétendant que celui-ci aurait envoyé des messages vocaux menaçants à Gretchen et à lui-même. Mais ce que David ignore totalement, c'est que la police détient déjà un faisceau de preuves accablantes contre lui. Caméras de surveillance, téléphone localisé, empreintes, traces de sang, vidéos, témoins. Le lendemain de la découverte de la Mini Cooper de Gretchen, les enquêteurs détectent un nouveau signal. Les 2 téléphones sont désormais localisés au Texas, en route vers l'ouest du pays. Dès cette localisation confirmée, la police de Floride alerte immédiatement les autorités d'El Paso. Il leur demande de garder l'œil ouvert et d'être particulièrement vigilants et surtout de rechercher un pick-up noir correspondant à celui de David Anthony. Et rapidement, les policiers texans repèrent le véhicule. Ils décident de l'intercepter et d'arrêter David pour un contrôle d'identité. Il est calme, cohérent dans ses réponses, mais visiblement sur la défensive. Il raconte qu'il n'a aucune idée où se trouve Gretchen, il affirme qu'il voyage simplement avec son chien. Les agents lui posent quelques questions, essaient de le faire parler, mais ils n'ont encore aucun élément juridique solide pour l'inculper formellement dans la disparition de Gretchen. Ils sont donc obligés de le relâcher. Cette occasion manquée va pousser la police de Jupiter à redoubler d'efforts pour obtenir un mandat d'arrêt. Le lendemain, le 31 mars, les enquêteurs reçoivent enfin les images de vidéosurveillance stockées sur le cloud du système de sécurité du domicile de Gretchen, et ce qu'ils découvrent est terrifiant. Aux alentours de 6 heures du matin, une grande silhouette sombre apparaît sur la véranda fermée du domicile de Gretchen. Elle est immobile, silencieuse, tenant un objet non identifié entre ses mains, comme si elle attendait le bon moment pour agir. Environ 10 minutes plus tard, on voit Gretchen ouvrir la porte du garage. On l'entend dire d'un ton surpris, presque méfiant « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Presque aussitôt, un cri étouffé retentit. La vidéo montre l'homme l'attaquant et la poussant violemment dans le garage. La scène sort du champ de la caméra extérieure, mais le micro de la caméra intérieure situé dans le garage continue d'enregistrer. On entend les hurlements de Gretchen, suivis de sa voix paniquée qui lance une commande désespérée à son assistant vocal. « Alexa, allume la lumière du garage !» Un bruit sourd, brutal,
se fait entendre, suivi de gémissements étouffés, puis sa voix, affaiblie mais encore lucide, tente une dernière fois d'appeler à l'aide. « Alexa, appelle le 911 !» Mais Alexa ne répond pas. L'enceinte connectée n'avait jamais été configurée pour passer des appels d'urgence. Sa voix devient de plus en plus faible jusqu'à ce qu'elle murmure une ultime fois « Alexa, appelle le 911 !» Quelques minutes plus tard, la caméra du garage capture une image glaçante. Le corps d'une femme allongée au sol, immobile, les cheveux clairs maculés de sang. À côté d'elle, on distingue un jerrycan, lui aussi maculé de sang. Puis, dans un coin du cadre, l'homme réapparaît. Il s'avance lentement, entre dans le champ de la caméra, marche en direction de l'objet et dans les dernières secondes de l'enregistrement, son visage devient visible. Il n'y a plus aucun doute possible, c'est David Anthony. Il lève la main et dans un geste sec, arrache la caméra de surveillance. C'est la dernière image enregistrée. Les enquêteurs, désormais en possession de preuves vidéo, audio et circonstancielles accablantes, obtiennent dans la foulée un mandat d'arrêt pour meurtre contre David Anthony. Le jour même où le mandat est délivré, la cavale de David prend fin. Il est localisé grâce au signal de son téléphone qui émet depuis une station-service. Il est environ midi lorsque les autorités l'encerclent et procèdent à son interpellation. David est arrêté sans incident majeur. Il est en train de promener son chien à quelques pas de son véhicule lorsqu'on l'interpelle. Il ne résiste pas. Les agents saisissent immédiatement son pick-up, le même qui a été aperçu par plusieurs voisins devant le domicile de Gretchen le matin du 21 mars. À l'intérieur du véhicule, les enquêteurs font plusieurs découvertes capitales. Ils retrouvent d'abord 3 téléphones portables dont l'un est formellement identifié comme appartenant à Gretchen. Une preuve de plus qu'il avait bien conservé son appareil après sa disparition. Mais surtout, ils tombent sur plusieurs caméras de vidéosurveillance arrachées de leur support, exactement celles qui avaient été installées dans la maison de Gretchen. Les caméras sont désormais hors service, mais leur simple présence dans le pick-up suffit à confirmer une tentative d'effacement des preuves. Les agents décident alors de faire appel à un chien spécialisé dans la détection de cadavres. L'animal est amené sur place pour inspecter le véhicule de David et à peine la portière ouverte, le chien marque un arrêt net indiquant un signal positif. Il renifle la benne arrière du pick-up puis l'habitacle et confirme la présence probable de restes humains. Pour les enquêteurs, il ne fait désormais plus aucun doute. David Anthony a transporté le corps de Gretchen dans son véhicule après l'avoir tué. David est immédiatement placé en détention en attendant son extradition vers la Floride. Les autorités de l'État déposent alors plusieurs chefs d'inculpation contre lui, dont meurtre, enlèvement et altération de preuves. Début avril 2020, David Anthony est présenté à un juge au Nouveau-Mexique pour une audience d'extradition. Le juge ordonne sa détention sans possibilité de libération sous caution pendant 30 jours, le temps que la procédure se mette en place. En parallèle, les enquêteurs le soumettent à un interrogatoire et malgré les preuves accablantes, David nie farouchement avoir tué Gretchen. Il maintient sa version fantaisiste selon laquelle elle est toujours vivante. Il explique qu'ils ont fui ensemble, puis qu'ils se seraient séparés à El Paso où Gretchen serait partie seule pour commencer une nouvelle vie en cavale afin, dit-il, d'échapper à de mystérieux ennemis liés à une fraude fiscale qu'elle aurait découverte dans son entreprise. Mais ce qui frappe les enquêteurs, c'est l'absence totale d'émotion chez David. Il ne montre aucun trouble, aucune tristesse à l'idée que sa femme soit disparue. Il se contente de jouer le mari faussement préoccupé sans jamais exprimer la moindre inquiétude sincère. Les policiers ne sont pas dupes. Toutes les preuves numériques, scientifiques, visuelles convergent vers lui. Mais il reste un obstacle majeur. Le corps de Gretchen n'a toujours pas été retrouvé. Et sans le corps, il est beaucoup plus difficile de convaincre un jury de retenir l'accusation de meurtre au premier degré qui implique la préméditation.
Le 14 mai 2020, David Anthony est extradé en Floride où il est incarcéré dans le comté de Palm Beach. Les enquêteurs de Jupiter tentent un nouvel interrogatoire, mais il garde le silence. Face à son mutisme persistant, les autorités décident de changer de stratégie. Dans ce temps, l'affaire commence à attirer l'attention des médias, aussi bien locaux que nationaux. La tentative de David d'utiliser le Covid comme prétexte pour dissimuler son crime choque profondément l'opinion. Le procureur du comté de Palm Beach, fort d'un dossier déjà solide, notamment la vidéo de l'agression, où l'on voit clairement le visage de David juste avant qu'il n'arrache la caméra, décide d'aller plus loin. En août 2020, il inculpe formellement David pour meurtre au premier degré et enlèvement. Et en Floride, ce chef d'accusation peut mener à la peine de mort. Mais en réalité, les procureurs ont un autre objectif, retrouver le corps de Gretchen. La famille de la victime fait pression sur les autorités, ils veulent comprendre, retrouver Gretchen, l'enterrer dignement. Sa mère s'exprime publiquement, dévastée. « Nous voulons un vrai enterrement, un mémorial digne de ce nom, nous ne savons même pas où est notre fille. » Alors, à l'automne 2020, les procureurs entament des négociations avec les avocats de la défense. Un accord de plaidoyer est proposé. Si David accepte de révéler l'emplacement du corps, les charges retenues contre lui seraient allégées. Il ne serait plus jugé pour meurtre avec préméditation, mais pour meurtre au second degré, assorti d'un chef d'enlèvement. Après plusieurs échanges, il finit par accepter. Il reconnaît sa culpabilité pour meurtre au second degré et enlèvement, en échange de son témoignage permettant de localiser le corps de Gretchen. En contrepartie, les poursuites pour meurtre avec préméditation, passibles de la peine de mort en Floride, sont abandonnées. L'accord prévoit une peine de 38 ans de prison, il permet d'éviter un procès long et douloureux et surtout d'offrir à la famille de Gretchen la possibilité de la retrouver et de lui offrir une sépulture digne. Le 21 décembre 2020, David Anthony, 44 ans, comparaît devant le tribunal de Palm Beach. Il plaide coupable du meurtre et de l'enlèvement de Gretchen Anthony. Juste après l'audience, il indique aux enquêteurs où il a caché le corps de Gretchen. Gretchen repose, selon ses dires, dans un terrain vague à seulement quelques kilomètres de chez elle, près d'une maison de retraite, non loin d'un Walmart local. Une zone herbeuse, peu visible, à environ 5 km de son domicile. David explique qu'il a trouvé cet endroit par opportunité en pleine nuit, il pensait que personne ne le verrait. Les enquêteurs se rendent sur place et là, 9 mois après sa disparition, ils retrouvent les restes de Gretchen enroulés dans une bâche, partiellement enfouis dans un état de décomposition avancée. L'autopsie révèle qu'elle a été poignardée à de multiples reprises, notamment au niveau du cou et du torse. Elle a succombé à ses blessures par arme blanche, probablement dans le garage le matin du 21 mars. Tout devient clair. David l'a agressée par surprise dans un accès de rage ou de paranoïa, l'a tuée violemment, a nettoyé la scène, puis a transporté le corps pour le dissimuler. La famille de Gretchen, bouleversée, se dit soulagée d'avoir pu la retrouver. Il déclare dans la presse « Notre cœur est brisé à jamais, mais au moins nous avons pu l'enterrer, honorer sa mémoire. » Au début de la quarantaine, juste après la naissance de sa fille, Gretchen, qui a toujours été très sportive, décide de s'inscrire dans une salle de sport afin de retrouver la ligne après la grossesse. C'est là qu'elle rencontre David, un beau coach sportif. Sur le papier, il a tout pour plaire, il est grand, athlétique, souriant, agréable. D'ailleurs, la plupart des adhérentes de la salle le surnomment le sexy coach. À ce moment-là, Gretchen est encore en couple avec Jeff, le père de sa fille, et leur relation est usée par le temps, comme c'est parfois le cas après une naissance. Et petit à petit, au fil des séances de sport, elle tombe sous le charme de David, qui devient même son entraîneur personnel. Ce rapprochement va sans doute précipiter la fin de son mariage. Dès que la séparation avec Jeff est officialisée, Gretchen entame rapidement une relation avec David, de 7 ans son cadet. Peut-être que son histoire avait commencé avant le divorce, mais ses proches assurent que non. À ses côtés, elle pense avoir trouvé l'homme de sa vie, une nouvelle jeunesse, une seconde chance passée 40 ans.
Mais malheureusement, comme on l'a bien trop souvent vu sur cette chaîne, les apparences étaient trompeuses. Très rapidement, il se marie à Las Vegas et là encore, comme on l'a vu dans d'autres affaires, les mariages express finissent parfois en drame. Les plus fidèles de la chaîne se souviendront de l'affaire de Christy Cheng ou de Ashley et Doug Benefit. Je vous mettrai tous les liens en description. Car derrière cette façade séduisante, David est en réalité un homme sombre, instable, porteur de failles psychologiques profondes. Il souffre de troubles bipolaires jamais traités correctement. Et ça, Gretchen ne le savait pas. Elle est tombée amoureuse de l'image qu'il renvoyait, de l'homme public, du coach charismatique, pas de l'homme intérieur. Mais une fois la passion passée, une fois qu'elle commence à vivre avec lui, elle découvre la véritable personnalité de David. Elle se retrouve piégée dans un engrenage fatal, une relation toxique dans laquelle elle va pourtant tout faire pour l'aider. Gretchen est convaincue qu'elle peut l'aider, qu'elle peut l'apaiser, mais malheureusement elle n'y parviendra pas et cela lui coûtera la vie. Il y avait malheureusement dans cette affaire de nombreux drapeaux rouges. Gretchen avait conscience que David était instable, qu'il représentait un danger et ses proches le savaient aussi. Quand elle a annoncé qu'elle le quittait, beaucoup ont été soulagés, ils espéraient qu'en prenant ses distances, elle allait enfin pouvoir tourner la page, reprendre le contrôle de sa vie. Mais le drame n'a pas pu être évité. Elle a tenté de se protéger, elle a changé les serrures de sa maison, elle a installé de nouvelles caméras de surveillance, elle a fait tout ce qu'une femme raisonnable peut faire pour se mettre à l'abri, mais rien n'a pu la sauver. Et cette histoire ne déroge pas à une règle malheureusement trop fréquente. C'est souvent au moment de la rupture, quand la personne toxique perd le contrôle, que le danger atteint son paroxysme. Et c'est souvent à ce moment-là qu'a lieu le passage à l'acte. Alors oui, David et sa famille ont ensuite expliqué qu'il souffrait de troubles mentaux, qu'il était bipolaire, que la pandémie avait aggravé son état, et c'est sans doute en partie vrai, mais il faut remettre les choses en perspective. Aux États-Unis, environ 3% des adultes souffrent de troubles bipolaires. C'est une réalité, et effectivement, les personnes atteintes de bipolarité sont parfois plus sujettes à des épisodes d'instabilité émotionnelle ou comportementale que la population générale. Mais ce n'est pas pour autant qu'elles deviennent violentes et encore moins qu'elles commettent des meurtres. La grande majorité des personnes vivant avec un trouble bipolaire ne représentent aucun danger pour les autres. Souffrir de bipolarité ne fait pas de quelqu'un un tueur. Dans cette affaire, ce n'est pas la maladie seule qui a tué Gretchen, c'est l'orgueil de David, son incapacité à accepter la rupture, sa haine naissante, sa perte de contrôle et peut-être aussi le fantasme d'un monde qui s'effondre, amplifié par la pandémie et les mesures sanitaires qui l'accompagnaient. Quand Gretchen a refusé de le suivre au Costa Rica, dans son délire d'isolement au cœur de la forêt, David a perdu pied. Et il a fait ce que tant de femmes redoutent, il a tué celle qui ne voulait plus faire partie de sa vie. Et ce qui rend son geste encore plus odieux, c'est qu'il était parfaitement lucide. Il savait exactement ce qu'il faisait. Et il a continué son macabre manège après la mort de Gretchen. Il a caché son corps, il a nettoyé les lieux, il a envoyé des messages depuis son téléphone pour faire croire qu'elle était toujours en quarantaine, il a même orchestré sa disparition pour gagner du temps. Ce n'était pas un coup de folie, c'était un meurtre prémédité, froid, méthodique et pleinement assumé. De l'avis de tous, Gretchen était une personne lumineuse, douce, gentille, chaleureuse, toujours tournée vers les autres. Elle était aussi une mère aimante et dévouée. Gretchen a tout fait pour tenter d'aider David. Quand elle a découvert qu'il souffrait de troubles psychiques, elle n'a pas fui. Elle a essayé de comprendre, de l'écouter, de l'accompagner, mais malheureusement, ce n'était pas possible. Et le jour où elle a enfin trouvé la force de partir, le danger a explosé. Lors de l'audience, sa sœur s'est adressée à David avec ces mots. « Gretchen était une personne magnifique, au cœur généreux. Tu ne mérites même pas de respirer le même air que le reste d'entre nous. Tu l'as tuée dans le même garage où elle t'avait sauvé la vie. Tu es un monstre. » Et elle a raison, car quelques années plus tôt, David avait eu un grave accident dans ce même garage. Sa voiture lui était tombée dessus et c'est Gretchen qui l'avait sauvé, appelé les secours, restait à son chevet.
Celle qui l'a tué était celle qu'il avait aimée malgré tout, celle qui avait été là quand il était vulnérable. Ce qui rend cette affaire encore plus tragique, c'est que Gretchen se méfiait de David. Pire encore, il lui faisait peur. Elle en avait parlé à plusieurs reprises, avait pris des précautions, mais malheureusement, ce n'était pas suffisant. Et ce qui glace le sang, c'est que lors de l'attaque, elle a eu la lucidité de tenter un appel à l'aide via l'enceinte connectée Alexa, mais ses tentatives ont échoué. J'ai une pensée pour la petite Eva qui avait 12 ans lorsqu'elle a perdu tragiquement sa mère. D'un coup, du jour au lendemain, elle s'est retrouvée privée de sa mère, d'une maman qui l'aimait profondément et qui n'aurait jamais voulu lui infliger cette douleur. Et ça, c'est sans retour possible. À cause de la folie et de la violence de David, une enfant va devoir grandir sans sa mère, sans ses repères, avec un vide immense à combler. Heureusement, aujourd'hui, Eva vit aux côtés de son père Jeff et j'espère qu'elle est entourée et qu'elle a retrouvé un cocon malgré la douleur. J'espère que la famille de Gretchen, ses parents, sa sœur, sa fille, a pu malgré tout avancer, se reconstruire et faire leur deuil du mieux qu'ils le peuvent. Et surtout, j'espère que Gretchen repose désormais en paix pour l'éternité. Malgré la tristesse de cette affaire, j'espère que vous avez apprécié la façon dont je vous l'ai présentée. Merci à tous ceux présents à la fin de cette longue vidéo et si c'est votre cas, vous pouvez inscrire Gretchen dans les commentaires. Merci également à tous ceux qui me soutiennent en laissant un petit like, un commentaire, en s'abonnant et en contribuant à faire connaître la chaîne en partageant les vidéos. Je vous dis à très vite pour une nouvelle histoire criminelle sur la chaîne, mais jusque-là surtout, restons prudents!